à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un T5M attendu depuis super longtemps, au moins autant que celui sur la Ford Mustang que je ferai probablement jamais, désolé, ou que celui sur la Renault Fuego qui finira bien par arriver. Non, je déconne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un truc important. Vous connaissez le format V8 bit dédié au rétro gaming bagnole? Et bien désormais vous pourrez plus le regarder ici, mais sur une chaîne dédiée qui s'appelle pareil, V8 bit. On compte sur tous ceux d'entre vous qui aiment les jeux vidéo de bagnole. Allez vous abonner, ça coûte rien. Allez, c'est parti pour le T5M. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré les bagnoles, les moteurs qui hurlent et la vitesse. Mais j'ai grandi dans une famille de pros allemandes, mes parents ne juraient que par Volkswagen et Audi, du coup ma culture automobile a mis un petit peu de temps à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et c'est un soir d'été alors que j'étais gamin et en vacances chez un pote que le père d'un autre pote qui était venu pour dîner me dit qu'il a acheté une nouvelle bagnole qui envoie du pâté. Une Honda Integra Type R. Et moi à ce moment-là, je connais pas frère. Mais curieux comme j'étais, je lui demande s'il peut m'emmener faire un tour pour voir ce que cette bagnole avait dans le ventre. Et ben moi qui étais habitué au diesel allemand un petit peu poussif, ça m'a fait tout drôle. J'étais subjugué, déjà parce que le monsieur il avait un sacré coup de volant, mais surtout parce que ce putain de moteur, ça prenait des tours de ouf, ça semblait ne jamais s'essouffler, ça m'explosait les tympans. Sur le papier, la voiture, elle faisait que 190 chevaux, mais dans mon cerveau d'enfant, elle en faisait au moins 350. Et si on ajoute à cela le magnifique intérieur rouge, les sièges baquets, qui étaient d'ailleurs les premiers baquets dans lesquels je posais mes fesses, et ben j'étais simplement sur le cul. Ce jour-là, j'ai pris conscience que dans la vie, il n'y avait pas que les Volkswagen et les Audi, et que le diesel, c'est pas sportif du tout. Et dès que j'ai pu, j'ai demandé à mes parents de m'emmener dans une concession Honda, et quand j'étais petit à Casablanca, il y en avait une magnifique qui s'appelait Univers Motors. Elle était sur la corniche, au bord de l'océan, et on y trouvait toute la gamme Honda de l'époque. La raison pour laquelle je voulais y aller, c'était pour revoir cette Integra Type R, cette bagnole qui m'avait mis sur le cul tellement elle était puissante et performante. Sauf qu'en arrivant sur place, il y en a une autre qui lui a volé la vedette. Une Honda S2000 dans un rouge incroyable, avec un capot d'une longueur interminable, le machin on aurait dit une Ferrari. Ouais, j'étais gamin et con. Mais surtout, comme mes parents connaissaient quelqu'un dans la concession, j'avais le droit de faire ma vie et de monter dedans. Tu sais à qui il est ce gosse? Non, c'est pas le tien? Non. Appelle la police. Et encore plus que dans l'Integra et ses sièges baquets, j'avais l'impression d'être dans une voiture de course. Et j'ai passé de longues minutes assis dans la bagnole, à mimer le bruit du moteur et à passer les rapports à la volée. Bah, bah, bah. Il vient de passer la 300 débrayée, putain! Mais maniez-vous, putain, il est en train de tout péter! Et depuis ce jour-là, cette caisse n'a cessé de me fasciner parce qu'elle propose une approche intéressante entre poids contenu et moteur puissant. Entre une Lotus Elise un peu trop radicale et une Porsche Boxster, mais en plus fiable et en moins cher. Et ce que je trouvais vraiment dingue, c'est que Honda, en vrai, c'était un constructeur qui sortait des voitures plan-plan, des petites citadines, des Civic, mais de temps en temps, il te sort des avions de chasse. Et ça tient à l'état d'esprit de Soichiro Honda, le fondateur de la marque. Soichiro est né en 1906 à Komyo, au Japon. Et alors qu'il était tout petit, il a été subjugué le jour où il a vu une voiture pour la première fois de sa vie. C'était une Ford T. Et il semblerait que ses parents aussi, ils avaient un pote dans la concession, du coup il est monté dedans. Non, je déconne, il avait juste vu la voiture passer et il était sur le cul. L'histoire raconte que du jour où il a vu passer cette voiture, il s'est mis en tête une seule chose, de concevoir la sienne. À 15 ans, il quitte la maison de ses parents en direction Tokyo. Il se fait embaucher dans un énorme garage de mécanique automobile. Et il allait enfin pouvoir laisser s'exprimer toute sa passion pour la bagnole. Perdu! La seule et unique mission que son patron lui a donnée quand il est arrivé, ça a été de s'occuper de son bébé. Babysitter, quoi. Et sans être payé tant qu'à faire. Ce qui a eu pour conséquence d'énerver un petit peu Soichiro, qui avait quand même fugué pour s'installer à Tokyo et devenir concepteur de bagnole. Pas babysitter, putain! Mais il a persévéré. Au bout de quelques années, un kidnapping et une demande de rançon. Non, je déconne. Son boss lui donne sa chance en lui demandant de lui montrer ce qu'il sait faire de ses mains. Déjà, il a fait ça avec ses deux mains et ensuite il a montré à quel point il était doué. Très rapidement, il est passé de mécano à bras droit du grand patron qui lui a appris le métier à la fois sur la partie technique mais aussi sur la partie business. À 18 ans, avec l'aide de son patron, il conçoit et construit une voiture de course, la Curtiss. Une voiture de course avec un moteur d'avion et un châssis de Mitchell, une voiture américaine de l'époque. Et ben vous savez quoi? La bagnole s'est mise à gagner des courses quasi immédiatement. Soichiro a même battu un record de vitesse avec cette bagnole en étant en volant 120 km/h, un record qui tiendra 20 ans au Japon. Et le pilotage c'était son truc, tous les week-ends il était en compétition, jusqu'au jour où il a eu un gros accident où il a frôlé la mort. Il a décidé d'arrêter la compétition. Quelques années plus tard, il ouvre sa propre usine de segments dont il devient l'un des meilleurs fabricants au monde. Son avenir était assuré, un tapis rouge se déroulait devant lui. Mais après avoir survécu à la Première Guerre mondiale, à la guerre entre le Japon et la Chine, la Deuxième Guerre mondiale explose. Et son usine, tout comme le Japon tout entier d'ailleurs, est détruite.
Et là où n'importe lequel d'entre nous aurait baissé les bras à ce moment-là, sombré dans l'alcool pour noyer son chagrin, à votre avis, Soichiro, il a fait quoi? Eh ben, il a ouvert une distillerie de whisky pour se noyer dans son propre alcool. Ah, et j'ai oublié de vous préciser, Soichiro, il avait aucun diplôme. Pire, il considérait que les études, c'était le meilleur moyen de niquer la créativité. Alors que le whisky... Tout gamin, déjà, il séchait les cours, il falsifiait même les tampons de l'école pour faire croire à ses parents que tout était ok, alors que... il n'y avait jamais foutu les pieds. Et l'année suivante, en 1949, il crée la marque Honda, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour concevoir dans un premier temps des motos qui sont légères, fiables, qui consomment peu, pour contribuer à la relance du pays. En 1955, le gouvernement japonais demande à tous les industriels du pays de concevoir des voitures pour les Japonais. Fiables, rationnelles et sans fioritures. Et à votre avis, il a fait quoi, Soichiro? Eh ben, il a embauché une cinquantaine d'ingénieurs qui ont bossé comme des acharnés jusqu'en 1962 pour présenter 3 voitures. Un tout petit utilitaire pour aider à la reconstruction du pays. Honda T360 Et 2 coupés sport, parce que la reconstruction, ça passe aussi par le fait de redonner du bonheur aux gens. Enfin, je crois. Ces 2 coupés, ils s'appelaient S360 et S500. Super légers, ils étaient équipés de moteurs qui prenaient énormément de tours pour le plus grand plaisir de leurs conducteurs. Après la 360 et la 500, il y a eu la S600 qui était aussi un cabriolet, puis la S800 qui était un petit coupé avec un moteur de 800 cm3. Ouais, la première, la S360, elle avait un moteur de 360 cm3, 0,36 litres. Et après la S800, on n'entendra plus jamais parler de modèle S chez Honda. Jusqu'en 1995 avec l'arrivée du concept SSM. Cuir moustache. Non, pas ça. Ce concept car il a tellement plu aux gens que Honda a décidé de le produire, mais tant qu'à faire, ils se sont dit on va le produire pour célébrer les 50 ans de la marque, qui avait lieu 4 ans plus tard. Donc il paraîtrait que la S2000 était déjà prête en 95, mais qu'ils ont attendu volontairement 4 ans avant de la sortir pour dire bon anniversaire les 50 ans. Son hommage aux 50 ans se caractérisait par un retour aux sources, celui de la S360 et de la S500, une voiture d'ingénieur, à la pointe, dont l'objectif est de procurer un maximum de plaisir à ses occupants, ou aux gamins dans les showrooms. Et quand je vous dis que c'était une bagnole d'ingénieur, je raconte pas des cracks, et je dis pas ça pour la drogue. Le châssis déjà. La voiture a été dès le départ pensée comme un cabriolet, et pas question que son châssis soit moins rigide que celui d'un coupé. Et ils ont poussé cette idée tellement loin qu'ils ont réussi à concevoir un cabriolet dont le châssis était plus rigide que la plupart des coupés de la production de l'époque. Tout ça sans être plus lourd. Et ils y sont arrivés grâce à une architecture inédite en X. Le moteur ensuite, de son petit nom FC20C1. Et ben Honda y a tout simplement injecté des technos directement issus de la Formule 1. Le bloc moteur ultra compact est en alliage fibré, incassable. Les pistons ils sont traités à la kryptonite pour résister à des niveaux de friction et des vitesses de fonctionnement tout simplement venus de l'espace. Le tout avec une exigence de fiabilité level Honda, c'est-à-dire que c'est fait pour rouler 300 000 km au rupteur en ne faisant rien d'autre que ses vidanges tous les 15 000 km. Ce moteur était tellement dingue qu'il a remporté 3 titres de meilleur moteur du monde entre 2000 et 2003. « 1280 kg, 240 chevaux en soi, c'est pas si dingue que ça, mais c'était suffisant pour abattre le 0 à 100 6 secondes 1 et atteindre 240 km/h de vitesse maxi. En revanche, et tout comme celui de l'Integrative R, ce moteur, il te donne l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'annoncé. Et ça tient surtout au tour que ça prend. Ce moulin, il te prend au triple dès que tu passes la barre des 7000 tours minute. Normalement, t'es déjà au rupteur dans n'importe quelle autre voiture. Et tu peux tirer jusqu'à 9000 avant que ça coupe. Et pour cause, le pic de couple se situe à 7500 tours minute. Et le pic de puissance, 8300. 9000 tours minute pour un moteur de série à l'époque, c'était incroyable. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What, 9,000? There's no way that can be right! Et d'ailleurs, ça l'est toujours en 2022 vu que c'est réservé à de rares voitures d'exception comme la 911 GT3. Ah, ça prend des tours, hein. On va chercher le moteur. Mais s'il faut retirer une chose au sujet de ce moteur, c'est que c'est le premier moteur de série à avoir sorti autant de chevaux par litre. 120 chevaux au litre pour être précis, et même 125 au Japon, où elle était un petit peu plus puissante. C'est un record qui tiendra plus de 10 ans jusqu'à l'arrivée d'une certaine Ferrari 458 qui, elle, sortait 127 chevaux au litre. Tu parles d'une concurrente. Et enfin, la répartition des masses était un parfait 50-50, notamment parce que le moteur était placé très en arrière en position centrale avant.
Il est quasiment posé sur les genoux des occupants de la voiture, et d'ailleurs ça saute aux yeux quand on ouvre le capot, il y a 1 mètre de distance entre la calandre et le bloc. Il y a eu 2 phases de la S2000, la phase 1 de 99 à 2004 et la phase 2 de 2005 à 2009. Et pour faire plaisir aux intégristes de la S2000, on peut même dire qu'il y a eu 3 phases. Parce qu'il y a eu une phase 1.5 entre 2002 et 2004. L'évolution d'une phase à l'autre a été très subtile et on pourrait croire qu'à part des changements de phare ou de feu arrière, il n'y a pas eu grand chose. Et ça, c'est mal connaître Honda, frère. Parce que la S2000 a évolué par petites touches d'année en année, pour tendre de plus en plus vers la perfection, et même parfois vers la perception de la perfection des marchés sur lesquels elle était vendue. Par exemple, sur le marché américain, les clients trouvaient que ce moteur manquait de couple. Tu m'étonnes, ils ont l'habitude des V8 de 1000 litres de cylindrée, ils cruisent à 1500 tours minute. Avec la S2000, c'était pas possible. Du coup, pour le marché américain, Honda, ils ont proposé une version diesel. Non, je déconne. Pour le marché américain, Honda, ils ont conçu une version avec un moteur de 2 litres 2 au lieu de 2 litres. Ce moteur, il s'appelle AP2. Il prenait moins de tours, mais son pic de couple intervenait beaucoup plus tôt. La puissance, quant à elle, était strictement identique et le rupteur était cette fois-ci à 8000 tours. Ce moteur AP2 était disponible uniquement sur la phase 2 de la S2000 et uniquement au Japon et aux États-Unis. En Europe, la phase 2 était équipée du même moteur AP1. Malgré tout, la S2000 est une voiture qui est restée assez confidentielle en France. Sur toute sa durée de vie, il s'en est vendu à peine plus de 600. C'est quand même dingue qu'ils en aient pas vendu plus alors qu'elle était moins chère que toutes ses concurrentes. Dans ma vie, j'ai conduit une seule S2000. C'était en 2008, sur le tournage de l'un des tout premiers épisodes du GDB. La voiture avait quasiment 10 ans, et elle avait pas pris une ride par rapport à mes souvenirs d'enfant, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni mécaniquement. Et d'ailleurs, son propriétaire m'avait confié n'avoir jamais eu aucun problème mécanique après plus de 100 000 km parcourus à son volant. Du coup, cette fiabilité légendaire, ça nous a donné l'idée pour notre vidéo. Pour préparer ce T5e, j'ai longuement discuté avec Nicolas, un propriétaire de S2000 qui à la base roulait en Peugeot 306 S16. Le mec au début il ne jurait que par Peugeot. Moi je ne jure que par Peugeot. Et puis la 306 S16, c'est une putain de bagnole. Sauf que le jour où Nicolas a posé le cul dans la S2000 d'un pote à lui, la 316, ciao! C'était une 306, pas une 316. Il l'a revendue et il s'est payé une S2000 avec à peine 43 000 km au compteur. Depuis, il en a fait plus de 140 000 de plus, sans jamais avoir aucun souci. Vous ressemblez quand même vachement à Elise Moon. Même pas une crevaison, rien du tout, Walou, à part faire son niveau d'huile, parce qu'il paraît que le VTEC... Et tout ça pour une conso moyenne de 9 litres au 100, en mixant arsouille et cruising. C'est de la magie noire! Je meurs d'envie d'en avoir une, et pourtant c'est pas une drifteuse. Et moi, les drifteuses, j'aime beaucoup ça, ça me fait du bonheur dans le cœur. La Honda, elle est faite pour être efficace, pas pour drifter. D'ailleurs, elle est réputée très difficile à déclencher et à maintenir en glisse. La S2000, je l'adore pour son côté voiture de sport pure. Un moteur Atmo incroyable, une conception à la fois super pointue et super simple. Une commande de boîte de voiture de course. Ok, appelle la police. Et surtout, des commandes d'autoradio accessibles uniquement par le conducteur. Parfait pour pourrir les oreilles de votre passager sans qu'il ou elle ne puisse faire quoi que ce soit. Ma préférée sans aucune hésitation, c'est la phase 1. Mais il y a eu quelques jolies séries limitées sur la phase 2. Comme la RJ par exemple, avec un R comme Rubens et un J comme Jenson. Button et Barrichello. 2 grands pilotes de NASCAR. Elle était incroyable, elle avait un top et un GPS. Waouh! Ou encore la S2000 40e anniversaire, qui était un peu plus cossu, avec du cuir confortable pour vos fesses. Ou encore la Club Racer, qui est la seule série limitée qui avait un vrai intérêt, c'est-à-dire qu'il y avait une aéro qui lui permettait d'aller plus vite dans les virages, mais moins vite en ligne droite. Vous allez penser que je radote, et vous savez quoi? Vous avez raison, oui je radote. Ces voitures, allez les voir dès que vous pouvez sur des rassos, essayez-les, achetez-les même si vous pouvez, parce que dans quelques années, c'est terminé, c'est fini. L'électrique sera notre futur à tous. J'espère que ce nouveau T5e vous a plu, que j'ai pas trop raconté de conneries. Si j'ai dit des conneries, dites-le dans les commentaires, ça fait du référencement. Et enfin, je crois que je vous l'ai jamais demandé, mais allez nous suivre sur Instagram, gdb.tv. C'est cool, on poste plein de trucs. Venez sur Instagram et sur TikTok aussi. Allez, à bientôt, ciao.